La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le bilan de l'application des lois. Je rappelle qu'il est demandé à chacun de laisser un siège vide entre deux sièges, qu'on est attentif aux gestes, au nettoyage et de la désinfection après chaque séance des micros. La sortie se fait par l'arrière et pour le gouvernement par le devant. Monsieur le ministre, Madame la présidente Valérie Létard, mes chers collègues présidents de commission, mes chers collègues, nous voici réunis pour notre rendez-vous sur le bilan de l'application des lois. Je voudrais saluer le ministre chargé des relations avec le Parlement qui répondra au nom du gouvernement aux questions du Sénat. Je regardais un peu les dates. Cela fait maintenant près d'un demi-siècle que le Sénat fait du contrôle de l'application des lois votées une priorité dans son contrôle de l'action du gouvernement. Chaque année, le Sénat affine le périmètre de son contrôle. Les commissions suivent attentivement l'apparition notamment des décrets d'application et celle des rapports au Parlement, mais d'autres problématiques entrent désormais dans le champ de notre contrôle. Nous vous avions notamment interpellé, c'était l'an dernier, Monsieur le ministre, au sujet des ordonnances. La crise sanitaire que nous avons traversée a remis cette question vraiment au cœur de l'actualité. Nous avons voté dans les mois passés des dizaines d'habilitations, dont toutes n'étaient peut-être pas dictées par des nécessités d'urgence ou d'ordre technique, rendant difficile un examen selon la procédure législative normale. Très récemment, la suppression de nombreuses habilitations du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, leur inscription directe dans notre droit en vigueur l'ont d'ailleurs illustré. Le Parlement peut légiférer rapidement et efficacement. Cette tentation est donc pour nous difficilement acceptable. La présidente Valérie Létard l'avait relevé l'an dernier. Les délais dans lesquels interviennent les ordonnances sont généralement supérieurs aux délais moyens d'adoption d'une loi. L'argument de la célérité n'est donc pas toujours confirmé par les faits, et nous pouvons également le vérifier en comparant les délais imposés au Parlement pour l'examen de certaines lois et ceux dans lesquels interviennent leurs mesures d'application. Au vu du contexte actuel, ce contrôle de l'application des lois me semble plus que jamais nécessaire. Sans plus attendre, je donne la parole pour 10 minutes à Madame Valérie Létard, présidente de la délégation du Bureau, pour nous présenter le bilan de l'année parlementaire 2018-2019 et les 49 lois votées lors de cette session. Je la remercie une nouvelle fois pour la qualité de son rapport. Madame la présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'expertise du Sénat en matière d'application des lois, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, fruit du travail de suivi mené depuis plus de 50 ans, est reconnue. Le bilan de l'application des lois constitue un temps fort du contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement. Il permet de s'assurer que les textes d'application sont pris en temps et en heure et respectent la volonté du législateur. Les commissions permanentes sont au fondement de ce dispositif. Tout au long de l'année, elles mènent un travail approfondi de veille réglementaire pour les textes d'application relevant de leurs compétences. Ce suivi a dû, cette année, être effectué dans des conditions délicates du fait de la crise sanitaire. Je remercie donc vivement les commissions de leur mobilisation pour continuer à assurer le suivi de l'application des lois. Cette année aura vu la mise en œuvre de la résolution modifiant le règlement du Sénat et renforçant les capacités de contrôle de l'application et de l'évaluation des lois du 6 juin 2019. Cette réforme accentue le rôle des commissions en confiant au rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi la responsabilité du suivi de son application. Il est encore trop tôt pour tirer les conséquences de cette évolution, qui doit permettre d'améliorer le contrôle de la publication des mesures réglementaires.
L'efficacité du bilan de l'application des lois découle également d'un dialogue nourri avec les différentes administrations, ainsi qu'avec le secrétariat général du gouvernement. Cet échange a fait la preuve de son efficacité, comme en témoigne l'accroissement notable du nombre de décrets publiés, quelques jours à peine après les différentes communications des commissions sur le sujet. Le bilan que je vous présente aujourd'hui analyse la mise en application des lois adoptées lors de la session parlementaire 2018-2019, c'est-à-dire entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Sur cette période, 49 lois ont été votées, dont 22 étaient d'application directe. Fait notable, la proportion de lois résultant d'une initiative parlementaire est particulièrement élevée cette année. Près de la moitié des lois de la session sont ainsi issues de propositions de loi. Le taux global d'application des lois est de 72%, soit un taux légèrement inférieur à celui de la session précédente, où il était de 78%. Sur les 918 mesures réglementaires attendues, seules 660 ont été publiées. Je regrette d'autant plus ce recul que si la prise des mesures d'application a été perturbée par la crise sanitaire, elle ne concerne en réalité que peu les textes prévus par les lois adoptées au cours de la dernière session. En effet, le gouvernement s'engage depuis 2008 à prendre les décrets d'application 6 mois au plus tard après la parution des lois. Ce délai était déjà écoulé au début de la crise sanitaire. Il y a un an, je me félicitais de la réduction du délai nécessaire à la prise des mesures d'application. Ce constat ne peut malheureusement être réitéré cette année. En moyenne, les textes réglementaires ont été publiés 5 mois et 12 jours après la promulgation de la loi, soit près d'un mois de plus qu'au cours de la précédente session. Les raisons de ce retard sont parfois liées à des difficultés juridiques apparues, notamment lors des consultations obligatoires, de la notification à la Commission européenne ou éventuellement du passage en Conseil d'État. L'objectif de ce bilan annuel est précisément de permettre au gouvernement d'expliciter les raisons qui conduisent à l'absence de mise en application de certaines lois. Cependant, le recours à la procédure accélérée est toujours, quant à lui, généralisé et concernait 31 lois sur la session 2018-2019. Par conséquent, il est essentiel que la mise en application complète des lois soit à la hauteur de la rapidité exigée du législateur. Les principaux points de vigilance demeurent ceux qui avaient été soulevés en 2019. Le rendu des rapports est notamment chroniquement insuffisant. Comme les années précédentes, le taux de dépôt des rapports sur la session est très bas. Il se situe à 12% à peine, contre 35% l'année passée. Il n'est plus que de 27% sur la législature. La faiblesse du taux de remise des rapports est d'autant moins compréhensible s'agissant des rapports demandés par le gouvernement lui-même. Seuls 8% des rapports prévus par un amendement gouvernemental ont été remis depuis 2017, à croire que ce type de disposition avait pour seule vocation de donner une satisfaction de principe à une demande sans réelle volonté d'aboutir. Le Sénat a de son côté effectué d'importants efforts pour limiter les demandes de rapport aux seuls cas où ceux-ci sont indispensables à l'information du Parlement. Mes collègues reviendront sans doute sur ce point pour les rapports relevant de la compétence de leur commission. Les raisons pour lesquelles certains décrets ne sont pas publiés sont parfois confuses. À titre d'exemple, alors que ce sujet avait déjà été évoqué il y a un an, 2 textes essentiels pour la gouvernance d'Action Logement et figurant dans la loi ÉLAN manquent encore. Notre collègue, la présidente de la commission, Sophie Primas, de la commission des affaires économiques, y reviendra certainement. De même, l'arrêté nécessaire à la mise en place du comité des partenaires réunissant élus et opérateurs du logement social, prévu par un décret de mai 2019, n'est pas paru. Pouvez-vous nous expliciter les raisons de l'absence de publication de ces 2 textes qui limitent grandement la réforme de la gouvernance de cet organisme ? Pour ma part, compte tenu de l'allongement du délai nécessaire à leur parution, j'ai peine à croire que celui-ci soit dû à de simples raisons techniques. J'ajoute que cet exemple illustre également les différences d'interprétation dans nos méthodes de décompte des textes d'application.
Il en est de la gouvernance d'Action Logement comme de l'ensemble des rapports dits de l'article 67. Le véritable bilan ne peut être dressé qu'en prenant compte des arrêtés, car un décret, s'il n'est pas suivi de l'arrêté correspondant, met en difficulté le caractère opérant de ces dispositions. J'en viens maintenant à la question des ordonnances que nous avons déjà largement évoquée lors du précédent bilan. Le sujet est plus que jamais d'actualité pour 2 raisons de nature différente. Tout d'abord, plus d'une cinquantaine d'ordonnances a été prise pendant la crise sanitaire. Il y a 1 an, vous nous aviez indiqué, monsieur le ministre, qu'au cours des 6 dernières années, le nombre d'habilitations à légiférer par ordonnance était supérieur au nombre de lois adoptées par le Parlement. Pour autant, je réitère le constat effectué lors de ce débat. L'argument de rapidité avancé pour justifier l'utilisation d'ordonnances ne tient pas. En effet, le délai moyen entre la promulgation de la loi d'habilitation et la publication des ordonnances est de près d'1 an, soit un délai supérieur au temps moyen d'adoption de la loi. De nombreuses habilitations sont encore non utilisées. Je n'en citerai qu'un exemple, l'article 17 de la loi pour un État au service d'une société de confiance habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures pour renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Cette ordonnance devait être publiée avant avril 2019, mais le gouvernement a depuis indiqué y avoir renoncé. Par ailleurs, la ratification des ordonnances n'est pas toujours effective, faute d'inscription des projets de loi de ratification à l'ordre du jour des assemblées. Depuis de longues années, cela prive le Parlement d'un débat sur la conformité de l'ordonnance à la volonté du législateur. La décision du Conseil constitutionnel du 28 mai dernier, dite Force 5, a donné une nouvelle dimension à cette préoccupation quant à la portée du débat parlementaire. Elle prévoit en effet qu'une ordonnance non ratifiée acquiert valeur législative à compter de la fin du délai d'habilitation dès lors qu'elle intervient dans le domaine de la loi. Pour résumer les choses, sur le plan quantitatif, de plus en plus, la loi, c'est l'ordonnance. Avec cette décision, une nouvelle étape est franchie, car désormais, l'ordonnance, c'est la loi. Les conséquences de cette décision sont doubles. Il est pour le Parlement plus nécessaire que jamais de veiller en amont à la définition précise du périmètre de l'habilitation consentie au gouvernement. Ensuite, quelle sera désormais la portée exacte de la ratification parlementaire ? Si nous souhaitons éviter que le Parlement perde la main sur l'élaboration de la loi, il me semble que l'examen des lois de ratification doit être pleinement intégré dans un agenda parlementaire déjà extrêmement dense. À l'heure actuelle, les projets de loi de ratification, une fois déposés, ne sont que rarement examinés, faute d'inscription à l'ordre du jour. Dans ces conditions, comment comptez-vous, monsieur le ministre, organiser l'inscription à l'ordre du jour des projets de loi de ratification, indispensables à la poursuite du débat parlementaire et au plein exercice de la fonction de contrôle ? En application de l'article 38 de la Constitution, les ordonnances deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Mais si le dépôt du projet de loi de ratification est quasi systématique, rien ne contraint le gouvernement à inscrire son projet à l'ordre du jour des assemblées. Un réexamen de cette règle ne s'impose-t-il pas ? Le gouvernement, monsieur le ministre, compte-t-il désormais indiquer dès la demande d'habilitation à quelle date il entend inscrire le projet de loi de ratification à l'ordre du jour ? Prévoit-il ce véritable échéancier, comme c'est le cas pour les mesures d'application des textes adoptés ? C'est éviterait de courir un risque supplémentaire de se voir refuser une demande de légiférer par ordonnance. J'en viens à ma dernière remarque. J'ai souhaité mettre l'accent cette année sur le suivi de l'application des expérimentations. Celles-ci sont de plus en plus fréquemment utilisées dans la construction de la loi. Plus d'une centaine d'expérimentations ont été mises en œuvre au cours de ces 2 dernières années. Elles peuvent être de formidables outils en garantissant plus de souplesse et une meilleure adaptation aux circonstances locales, à condition que leur suivi soit effectif. Je regrette toutefois des défauts récurrents dans le suivi et la généralisation des expérimentations. Ainsi, plus du quart des expérimentations est abandonné en cours de mise en œuvre. De même, des généralisations précoces d'expérimentation, parfois sans même attendre les premières évaluations, sont encore trop nombreuses. C'est par exemple le cas de l'expérimentation sur le relèvement du seuil de revente à perte prévu par la loi Égalim,
Initialement d'une durée de 2 ans, cette expérimentation a été prolongée à peine quelques mois après sa mise en oeuvre par le projet de loi ASAP. Le suivi de la publication des textes d'application et de la remise des rapports d'évaluation est particulièrement indispensable s'agissant des expérimentations. Nous vous remercions, monsieur le ministre, des éclaircissements que vous pourrez nous apporter et nous veillerons à l'application des engagements que vous pourriez prendre aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, madame la présidente.